Conakry, 13 septembre 2018, au sommaire de cette édition, renforcer la mobilisation des recettes, la question au centre des préoccupations. Le ministre du Budget, Ismaël Joubaté, multiplie les contacts avec les services de recouvrement des impôts à cet effet. Campagne de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 80% des enfants de 0 à 5 ans sont vaccinés. C'est du moins le constat d'une mission de suivi et évaluation en séjour à Kindia. Au sommaire encore, un jeune diplômé s'implique dans la fabrication du savon à base de moringa. Ces produits facilitent les habitants de Dinguiraye, mais ce jeune entrepreneur a besoin d'appui pour accroître sa production. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le ministre du Budget prend contact avec les services de recouvrement des impôts de Conakry. Objectif, s'inquérir du fonctionnement des structures déconcentrées en vue d'améliorer la mobilisation des recettes de l'État. Mamadi Gassama. Les centres de gestion agréés sont des plateformes à but non lucratif placées sous la tutelle du ministère du Budget. À la différence des services de recouvrement des impôts, les CGA contribuent aujourd'hui à regrouper les exploitants des petites et moyennes entreprises, ce dans le but d'apporter une assistance technique aux adhérents en comptabilité gestion et en fiscalité. Ici, au centre de gestion agréé de Matam, la visite du ministre du Budget est mise à profit pour présenter les acquis et exposer les problèmes qui entravent le bon fonctionnement de la structure. C'est une mission de départ. Imaginez un expert comptable qui travaille avec deux comptables. Si nous facturons au tarif normal, aux heures normales, ça n'ira pas. Donc actuellement avec eux, on fait un tarif préférentiel pour accompagner le CGA et pour accompagner aussi le gouvernement dans sa logique. Mais même ça, il faut qu'il y ait des soutiens pour couvrir ces coûts fixes. En mettant ces centres de gestion agréés en place, le ministère du Budget, à travers la Direction nationale des impôts, ambitionne la création d'un environnement propice au climat des affaires entre l'administration fiscale et le secteur privé. L'une des priorités du président de la République, c'est de mener les opérateurs économiques qui évoluent pour essentiel dans le secteur informel vers le formel, à l'effet de les appuyer pour un financement bien structuré. Donc j'ai tenu à être accompagné par une délégation de l'Union européenne, mes services techniques, pour venir évaluer d'abord les progrès réalisés par le CGA de Matam, prendre en compte les difficultés auxquelles il est confronté, le CGA, et les dresser ces questions et envie d'avoir une meilleure appréhension des choses et apporter les solutions idoines. Pour la mise en œuvre de ce projet, le gouvernement bénéficie de l'appui technique et financier de l'Union européenne. Nous sommes là pour accompagner les renforcements, certes, de l'administration fiscale pour qu'elle puisse jouer de façon efficace son rôle, mais nous sommes là aussi pour permettre à l'État de réaliser ses ambitions d'offrir un service meilleur aux opérateurs économiques. Du côté des services de recouvrement des impôts de Matam et de Kaloum, les débats étaient axés essentiellement sur la mobilisation des recettes. Pour atteindre cet objectif, les responsables des différents services sollicitent l'amélioration de leurs conditions de travail à travers la mise à disposition d'un environnement adéquat et l'équipement des bureaux. En plus bref, programme d'appui sectoriel de la décentralisation, des progrès notables sont enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Les résultats ont été présentés à la presse ce jeudi, financé par le 10e Fonds européen de développement. Ce programme soutient le ministère de la fonction publique et celui de la décentralisation. Nous y reviendrons. Meilleure pratique de gestion administrative et scolaire, la question vient de réunir à Kindia les responsables des établissements scolaires du pays durant 2 semaines. Ils ont échangé sur les techniques de gestion censées améliorer le fonctionnement des écoles. La rencontre a été initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Bernard Tanguino, Sadobari, reportage. Ils viennent de bénéficier de 14 jours de formation en management scolaire et administratif. Les directeurs d'écoles primaires, chefs d'établissement, directeurs sous-préfectoraux et préfectoraux de l'éducation des régions de Boké et Kindia sont davantage outillés pour un meilleur exercice de leurs fonctions. Nous sommes partis d'un constat parce que les directeurs que nous avons pour la plupart, comme vous le savez dans notre pays, il n'y a pas d'école de formation des directeurs d'école. Donc ils ont été choisis sur le tas.
Et quand vous voyez la façon dont ils gèrent les écoles, alors nous sommes vraiment à même d'agir pour les amener à la raison en vue d'aider l'école à être mieux managée pour que les résultats vraiment scolaires soient de qualité. Pour les 166 participants, le rendez-vous de Kindia est fructueux. Ils regagnent leurs services respectifs avec l'envie de booster le potentiel scolaire. Je suis très satisfaite de cette formation parce qu'au niveau de l'éducation, à la base, ça nous posait beaucoup de problèmes dans la gestion des enseignants, des élèves, la relation entre la communauté et l'école. Donc, à partir de les connaissances acquises dans cette formation, je sais au retour à la source, nous allons nous inspirer du contenu de ce qu'on a reçu pour améliorer le système éducatif et la réussite au niveau des écoles. On avait effectivement des insuffisances par rapport à des contenus, à savoir le leadership administratif et pédagogique, à savoir le remplissage correct des fiches d'enquête statistique qui concernaient les écoles, à savoir la gestion organisationnelle et administrative de certains documents à la direction de l'école. Cela nous a aidé vraiment à avoir beaucoup d'acquis par rapport à ces documents-là. Ce programme de renforcement des capacités des administrateurs scolaires est un volet de la nouvelle politique de qualification de l'école guinéenne. Un programme exécuté grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF. L'UNICEF a travaillé avec le ministère de l'Éducation dans la conception, dans la mise en place, dans le financement, dans l'appui technique de cette formation pour qu'on puisse s'assurer avec le ministère que ce soit une formation qui soit très concrète, qui soit basée sur l'environnement de chaque commune et qui puisse avoir des résultats dès la rentrée prochaine. Parallèlement à Kindia et Boké, les régions de Kankan et Labé bénéficient également de ces programmes de renforcement des capacités en gestion scolaire. 520 responsables d'écoles sont touchés par l'opération. Dans le même registre, en plus bref, comment réussir une meilleure année scolaire, la question préoccupe les acteurs du système éducatif guinéen. Une rencontre a été organisée dans ce sens dans la commune de Matam. L'idée est d'appliquer les recommandations prises lors de la session nationale de concertation. Le reportage de Mamaïsata Kamara dans nos prochaines éditions d'information. La campagne de vaccination contre la poliomyélite se poursuit. L'opération concerne des enfants de 0 à 5 ans. Une mission de suivi et d'évaluation s'est rendue à Kindia pour s'assurer du bon déroulement de la campagne. Les résultats sont encourageants. Yéné Gassani. Après le lancement officiel de la campagne de vaccination de routine contre la poliomyélite à Conakry, la mission de suivi et d'évaluation est sur le terrain à l'intérieur du pays. À l'hôpital régional de Kindia, la campagne connaît une forte mobilisation. Plus de 130 000 enfants de 0 à 5 ans sont concernés par cette vaccination. 56 mobilisateurs et 485 agents vaccinateurs sont déployés dans la région de Kindia. Nous avons jugé utile d'être sur le terrain, notamment ici dans la région de Kindia, pour s'assurer que toutes les directives qui ont été données avant le démarrage de cette campagne, toutes ces directives sont en train d'être appliquées. Donc c'est pourquoi nous sommes dans la région de Kindia. Et ici, nous sommes réellement satisfaits de ce qu'on a vu sur le terrain parce que nous avons pris contact avec la direction régionale, la direction préfectorale de la santé, c'est-à-dire tous les professionnels de la santé, on a pris contact avec eux. Nous avons trouvé que toutes les dispositions ont été prises pour avoir une campagne de qualité. Pour réussir cette campagne, il faut que nous, administrateurs territoriaux, et tous ceux qui sont dans la responsabilité d'avoir les enfants en éducation pour que tous les enfants de 0 à 5 ans puissent être vaccinés. Et c'est par cette démarche que nous pouvons réussir effectivement l'éradication de cette terrible maladie chez nous ici. Un micro-plan de vaccination mis en place a permis d'avoir accès à tous les foyers de résistance dans les différentes préfectures de la région de Kindia. Le taux des enfants vaccinés est estimé à 80%. Pour ce qui concerne la vaccination dans la préfecture de Kindia, il y a eu quand même les préparatifs. On a organisé la formation des superviseurs de proximité. Ensuite, on a fait le briefing des cadres de la DPS. Le micro-plan
de cette campagne a été présenté en plénière et ça a été validé. Sur les 4 500 000 enfants ciblés cette année par la campagne, 95% ont reçu des doses vaccinales à travers tout le pays. Une campagne qui s'inscrit dans le cadre du programme élargi de vaccination contre la poliomyélite. Dans l'actualité encore, la Guinée prépare sa candidature pour ouvrir une université de rang mondial. Le projet est tenu par la Faculté des sciences et techniques de la santé. Il porte sur la création d'un centre africain d'excellence pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. Le reportage signé Francis Collier, Fandika Misoko. En Afrique, la surveillance des maladies transmissibles est un aspect important de la réduction de la pauvreté. À l'appel de la Banque mondiale, des pays se préparent à soumettre à compétition leur projet de création d'un centre africain d'excellence pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. Le centre va fonctionner comme une université de rang mondial pour la formation en master et doctorat. C'est une compétition. Ici, on veut voir l'excellence. Notre centre veut former des gens compétents qui vont lutter contre la maladie, prévenir, de faire en sorte qu'en réduisant ces maladies, qu'on puisse augmenter notre revenu national. La question de santé publique concerne beaucoup plus les sociétés, les agglomérations que le ministère des Mines et Géologie est en train de mettre en place. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus d'une quinzaine de sociétés qui sont en train de faire des cités. Et ces cités sont les zones les plus propices pour la propagation des maladies transmissibles. Cette dynamique vers la qualité est une politique du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Faire en sorte que les diplômés guinéens soient compétitifs au niveau national et international. Et c'est l'une des raisons de la création des centres d'excellence dans le domaine de la santé. C'est l'une des raisons aussi de la création des centres d'excellence au niveau des mines et géologie. Mais aussi la participation à des concours régionaux ou bien internationaux. Pour finaliser le projet que la Guinée va soumettre à la Banque mondiale, des cadres de l'enseignement, de la recherche, de l'environnement, de l'élevage et des structures de santé sont impliqués. Pour être retenu, le document doit remplir les critères de pertinence, de compétence et de cadre de gouvernance favorable. Évaluation à mi-parcours du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. C'est à la faveur de la 8e session du comité d'orientation stratégique du BOSEJ. Cette session se tient tous les 6 mois. L'idée est de mesurer la performance de ce projet. Fatima Touyalo. Aujourd'hui, il est question d'évaluer le projet à mi-parcours, mais aussi définir un plan d'action pour le futur. Au cours de cette session, les acteurs font l'analyse critique des documents soumis pour l'atteinte des objectifs assignés au projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Globalement, la session s'est bien passée. Nous sommes sûrs qu'elle permettra de mieux prendre en charge la nécessité de mettre en relation entre la formation et l'emploi. Faire en sorte qu'il y ait une adéquation parfaite, une harmonie parfaite entre la formation dispensée dans les écoles de formation, dans nos universités et le marché de l'emploi. Pour relever le défi, les acteurs du projet fédèrent le secteur privé afin de créer un environnement socio-professionnel favorable à l'employabilité des jeunes. À cela s'ajoute l'amélioration des programmes de formation en vue de diminuer le taux de chômage des jeunes diplômés. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous bénéficions de ce qu'on appelle le fonds compétitif et cela permet à nos établissements d'enseignement supérieur, nos centres de recherche, de compétir pour des fonds leur permettant de mettre en place des formations professionnalisantes en général, aussi faire de la recherche dans un domaine bien précis. Et grâce à ce projet, nous avons pu mettre en place l'autorité nationale d'assurance qualité qui va s'occuper des normes et des références aussi bien au niveau de l'enseignement supérieur
au niveau de l'enseignement technique, c'est déjà une avancée importante pour qualifier davantage notre système de formation. À l'issue de cette 8e session, de fortes recommandations sont formulées dans le sens de l'efficience et de l'efficacité du projet par rapport aux attentes des populations bénéficiaires d'une part et de la pérennisation des acquis du projet d'autre part. Ce projet est fondamentalement composé donc de l'administration, c'est vraiment un partenariat, c'est vraiment un dialogue privé-public qui va permettre à toutes les composantes de pouvoir booster les compétences des jeunes pour le bien et des entreprises et des jeunes et en définitive du pays. Objectif, offrir aux jeunes diplômés sans emploi la chance de se frayer un chemin à travers des opportunités de formation, de stage et d'emploi. La journée africaine du droit d'auteur sera célébrée demain. La Guinée s'associe pour la première fois à cet événement à travers le département en charge de la culture, une manière de rendre hommage aux artistes. La déclaration du ministre Bantamasso est commentée par Falidou Diallo. Toute l'Afrique va célébrer la création artistique. Le droit d'auteur sera ainsi défendu sur le continent comme cela n'a jamais été fait. La Guinée, où la question de droit d'auteur fait débat ces derniers mois, compte bien marquer cette journée du 14 septembre. Le droit d'auteur, loin d'être une taxe, est le salaire mérité de l'auteur. Il est la contrepartie de l'exploitation faite de ses œuvres. Les auteurs doivent vivre du fruit de leur création. C'est pourquoi, à l'occasion de la célébration de la journée africaine de droit d'auteur, nous n'allions pas nous livrer simplement à prononcer un discours de circonstance, mais plutôt nous joindre aux hommes de culture pour faire le plaidoyer auprès du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour adopter le projet de loi sur le droit d'auteur. Le Bureau guinéen du droit d'auteur, BGDA, est créé depuis le 14 septembre 1980. L'organisme définit le cadre de protection des œuvres des auteurs, artistes et interprètes. Aujourd'hui, le ministère de tutelle s'engage à réviser les textes de son statut. Mon département est actuellement engagé avec l'expertise de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à réviser totalement la loi actuelle en vigueur, une loi vieille de 38 ans. La nouvelle loi révisée prendra en compte les nouveaux droits qui sont proclamés dans les conventions et traités relatifs aux droits d'auteur, comme le droit de location, le droit de distribution, le droit d'importation et le droit relatif à la communication au public par câble ou par tout autre moyen de mise à disposition. Depuis l'accession à l'indépendance, la Guinée a rayonné sur le plan culturel à travers le monde. Pour cette journée du droit d'auteur, la reconnaissance du mérite de la création artistique pourrait servir de moyen d'encouragement et de motivation des hommes de culture. Je vous le disais en titre, un jeune diplômé s'implique dans la fabrication du savon à base de moringa, c'est à Dingueraï. Amadou, c'est son nom, voit grand dans ce projet futuriste basé sur la saponification à une large échelle. Pour ce départ, le jeune entrepreneur, avec les moyens limités, suivait ce reportage grand format signé Habib Thiam. Dans ce champ de fortune, Amadou récolte le moringa. Longtemps méconnu du public, la plante lui sert de tremplin pour son projet de saponification. Quand je récolte le moringa, je le sèche dans le salon ou bien sous l'ombre pour ne pas détruire les vitamines. Je les écrase, je les rends en poudre, je récolte les graines, je rends ça aussi en poudre et je fais ma pâte de savon et je mélange. Un mélange de plusieurs composants participe à la fabrication de ce savon traditionnel. Informaticien de profession, rompu à l'anglais, le jeune entrepreneur en quête d'innovation s'est laissé guider par sa curiosité. J'ai fait des recherches sur Internet, je vois comment les gens traitent le moringa et j'ai vu comment les Américains utilisent du moringa et du savon. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ça moi aussi. C'est comme ça que je suis rentré dedans. Je me suis dit, au lieu d'attendre un emploi, il faut s'investir dans ça et pouvoir aussi
recruter des jeunes comme moi. Faute de moyens conséquents, Amadou travaille seul dans son lieu d'habitation qui lui sert de bureau. Chaque jour, après avoir produit un stock de savon, il va à la conquête du marché. À Dinguiraye, malgré ses débuts, son engagement attire de plus en plus de consommateurs. Son savon est très bien. C'est un savon qui adoucit la peau, qui rend la peau très propre. Ça diminue les rides, ça lutte même contre les tasses sur la peau, ça diminue ça beaucoup. S'il a un peu de soutien, je pense qu'il fera mieux que ça là. Faire mieux est bien le rêve de ce jeune défenseur des causes environnementales. Derrière son projet se cache toute une vision au-delà d'un simple savon. À 5 000 francs guinéens, l'unité. Je l'appelle savon Moringa, mais l'entreprise que je voudrais créer s'appellera Africa Green Gold. Pourquoi Africa Green Gold? Le mot Africa Green Gold, je suis en Afrique et la végétation là, c'est comme de l'or pour moi. Donc c'est l'or vert de l'Afrique. Une Afrique où la végétation va profiter à la recherche et au développement. À travers le Moringa, Amadou entend ainsi prendre une part active dans cette aventure. Voilà, ce jeune entrepreneur a besoin d'appui pour accroître sa production. Habib Thiam, merci pour ce grand format. Du nouveau, dans la circulation routière, il s'agit de l'inauguration d'une fourrière pour la police assise à Bonfi. Elle servira de garage aux véhicules qui ne sont pas en règle. Alpha Isiagaba, Saliouva, reportage. C'est la toute première fourrière nationale de la sécurité routière dans le pays. Situé à Bonfi, dans la commune de Matam, l'endroit est aménagé sur une superficie de 3235 m² pour un coût estimé à près de 800 millions de francs guinéens. La mise à disposition de ce nouvel espace devra permettre de stocker tous les véhicules hors la loi. Elle devra aussi améliorer les recettes de l'État grâce aux revenus tirés des paiements des taxes. Cette fourrière ne servira pas à faire des mariages, elle ne servira pas à faire du football, elle servira simplement à faire rentrer les recettes dans les caisses de l'État parce que la direction de la sécurité routière est une régie financière de l'État. La direction de la sécurité routière donc n'a qu'une mission essentielle, c'est de sanctionner toutes les infractions au code de la route et aux règlements qui régissent le code de la route en Guinée. La contribution du gouvernement américain s'est limitée à la modernisation de ces lieux et c'est même avec les ressources du gouvernement eux-mêmes qu'ils ont acheté des équipements. Alors pour nous, ça c'est le type de partenariat qui est important. Nous avons aidé un peu avec la capacité, mais le gouvernement, avec les ressources qui viennent des mines, a fait la décision de faire l'investissement pour moderniser le rôle de police routière, qui est la police plus visible aux populations. Alors ça peut moderniser et augmenter l'euro avec la population. Deux nouvelles grues sont également mises à la disposition des agents de la police routière pour faciliter leur travail. Cette fourrière va nous permettre d'interpeller les véhicules et de les immobiliser là. Les pannes de véhicules abandonnés, les véhicules abandonnés le long des routes, les accidents de route, l'indiscipline, l'anarchie étant installée, ces grues et cette fourrière vont nous permettre de diminuer le nombre d'accidents de la circulation et l'indiscipline notoire. Au cours de cette rencontre, de nombreuses recommandations ont été faites aux autorités de la sécurité routière. Il s'agit entre autres d'améliorer les conditions de travail des agents de la sécurité routière et leur équipement, la sensibilisation des usagers sur le respect du code de la route, la multiplication des panneaux de signalisation dans la circulation. Autant d'éléments qui vont permettre d'améliorer la fluidité de la circulation.
pour son acte de bravoure. Le caporal Moussa Souma reçoit une distinction avec une enveloppe de 250 livrets de citoyenneté des couleurs nationales. Il a bénéficié de ce prix pour avoir sauvé un enfant dans un incendie à Jimbaya. C'est le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté qui a procédé à la remise de cette distinction. Sergent-chef Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire. La mission de l'armée guinéenne est la défense de l'intégrité du territoire, la sauvegarde des institutions républicaines, la protection des personnes et de leurs biens. Ce rôle régalien des forces armées a été matérialisé le dimanche dernier par caporal Cheikh Moussa Souma en sauvant la vie de cet enfant de 3 ans bloqué par les flammes d'un incendie au domicile de ses parents. En guise de reconnaissance de cet acte de bravoure, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté lui décerne cette distinction au nom du chef de l'État. Désormais, je voudrais vous dire que cela est un élément essentiel, une preuve à tous les Guinéens que nous devons nous unir désormais pour bâtir cette nation, car l'essor politique, économique et social de ce pays ne peut se faire sans nous les Guinéens. Cet acte de courage est la preuve que le souci du militaire est de veiller à la moindre sécurité de sa population. Un geste qui cadre bien avec la vision de la réforme du secteur de sécurité dont le concept armée-nation est une priorité. Au nom du président de la République, au nom du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement de la République de Guinée et du peuple de Guinée, que le peuple de Guinée est fier de vous, caporal Souma et M. Youssouf Souma. Il n'y a pas plus grande élévation que celle de servir l'humanité tout entière. Protéger et sauver une vie humaine, c'est protéger et sauver l'humanité tout entière. Et lorsque c'est un enfant, c'est servir l'expression la plus pure et la plus innocente de l'humanité. Ce geste hautement significatif contribue à la consolidation des relations civilo-militaires en vue de bâtir une nation unie et forte. Le réseau de convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie s'engage à prévenir la radicalisation et l'extrême violence. Il s'agit d'informer et de sensibiliser la population sur les signes et les dangers de ces phénomènes sociaux. Ce projet concerne 13 préfectures du pays. Mabintila Issouma. La radicalisation et l'extrême violence deviennent des phénomènes sociaux dans plusieurs pays africains et dans le monde. Pour prévenir la matérialisation de ces maux en Guinée, le réseau Convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie initie une campagne de sensibilisation et de renforcement de capacité des acteurs publics. Aujourd'hui en Guinée, nous ne voyons pas l'impact quand même de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Mais les signaux sont là. Mais si vous prenez aujourd'hui la sous-région avec tout ce armada aujourd'hui de groupuscules qui tendent à faire la radicalisation de la jeunesse, il était important aujourd'hui que chez nous aussi, nous essayons de prévenir, étudier les signaux, étudier les facteurs, voir comment les jeunes sont absorbés par ces forces occultes. Pendant 3 mois, ces acteurs de la société civile vont sillonner les 5 communes de la capitale ainsi que 13 préfectures du pays. Ils se rendront notamment dans plusieurs écoles d'enseignement franco-arabe, des foyers coraniques et autres lieux de culte pour informer et sensibiliser la population sur les signes et les dangers de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Nous prévoyons de déployer plus d'une quarantaine d'animateurs à travers les 13 préfectures qui vont réaliser des forats communautaires avec les communautés à la base qui vont parler de la question de laïcité, de tolérance religieuse, mais aussi de paix, de consolidation de la paix, de l'extrémisme, de radicalisation. Et ensuite, ces acteurs vont collecter ces données et nous remonterons à notre niveau, et à travers un atelier qu'on va éventuellement organiser, on va essayer d'échanger, de trouver quelle est la donne exacte, ou plutôt quelle est l'approche qu'il nous faut pour telle ou telle localité. C'est un projet salutaire, c'est un projet à soutenir dans la mesure où nous assistons dans les pays africains fragilisés, fragiles technologiquement, à l'émergence d'une certaine forme
de croyance qui est la transformation de l'islam. Et ceux qui font croire que l'islam rime avec violence se trompent. C'est ce qu'il faut expliquer suffisamment aux jeunes. Le réseau Convergence des jeunes et leaders pour la paix et la démocratie est en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, le secrétariat général des affaires religieuses, l'UNFPA et l'OIM, des partenaires qui œuvrent pour le bien-être de la population. Vive émotion, douleur et consternation, les funérailles de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, ont eu lieu au Ghana, son pays natal. Plusieurs dirigeants du monde entier, mais aussi des chefs traditionnels ont participé aux funérailles de Kofi Annan. L'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a assisté à la cérémonie. Elle a été inhumée dans le cimetière militaire de la capitale. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur notre site web www.rtgcoloma.info. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.